Jeudi 25 avril 2024, ce matin a eu lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire l'événement Risque Pays Côte d'Ivoire 2024, une conférence organisée par l'agence de notation africaine d'origine ivoirienne Bloomfield Investment Corporation. Cette année encore, comme elle le fait depuis 8 ans, l'agence, sur la base d'agrégats et de standards internationaux, a livré son verdict quant à la santé économique, financière, sociale et politique de notre pays. D'une note globale de 6,2 sur 10 en 2023, la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer pour 2024 à la note de 6,5 sur 10 dans la catégorie des États attractifs pour les investissements. Que signifie cette note? Que renferme-t-elle? Le pays est-il en parfaite santé économique et financière? Que dit le rapport de l'évolution, par exemple, de la structure de notre économie, de l'industrialisation du secteur agricole? Que relève le Moody's ivoirien sur le climat des affaires ou encore l'exécution budgétaire? Au plus loin, l'évolution de la dette publique. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, une telle notation se prononce aussi sur le risque sociopolitique du pays. En définitive, que dit le médecin Bloomfield Investment Corporation au sujet de son client, la Côte d'Ivoire, après cette énième consultation sur le risque à pays? Qui mieux que le médecin en chef pour livrer les résultats du diagnostic? Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, est l'invité de Sans Réserve. Stanislas Zézé, bonsoir. Bonjour Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir. Parfait. Avant d'ouvrir cet entretien que beaucoup attendent, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. La 8e édition de la conférence Risque Pays s'est tenue ce jeudi 25 avril et a permis de dévoiler la notation financière de la Côte d'Ivoire, qui se fixe désormais à 6,5 sur 10. L'initiative émane de l'agence Bloomfield Investment Corporation, fondée en 2007 par Stanislas Zézé, l'invité du jour de Sans Réserve. Si son objectif à la création de cette agence d'évaluation du risque crédit était de fournir une notation qui tienne compte des réalités locales, aujourd'hui, il a su positionner son entreprise comme une référence dans la sous-région et au-delà, avec une présence effective dans plusieurs pays d'Afrique francophone et anglophone, mais aussi en France et en Angleterre. Avant de devenir cet entrepreneur chevronné, Stanislas Zézé a occupé les fonctions de senior risk analyst à la Banque mondiale, directeur de projet, directeur du risque PME et PMI pour la National Bank of Detroit, senior country credit analyst à la BAD et directeur régional du risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Shell Oil Product Africa. Sur le plan universitaire, Stanislas Zézé est diplômé de l'Institut des sciences politiques et économiques et de l'école d'administration de l'University of Michigan, où il a obtenu un MPA, Master of Public Administration, avec une spécialisation en gestion de risques financiers et planification stratégique en développement économique. Outre sa casquette de financier, il a publié en 2022 L'homme aux chaussettes rouges, un ouvrage autobiographique coécrit avec l'écrivain Pacome Kipré. Au quotidien, ce fils de militaire et père de 2 enfants partage sa vie avec Jeanne Sissoko Zézé, un soutien indéfectible qui a contribué significativement à faire de lui le puissant entrepreneur, aujourd'hui reconnu. Stanislas Zézé a à son actif plusieurs distinctions, dont le prix de la gouvernance d'entreprise, le prix de meilleur financier et l'élévation en qualité d'officier de l'ordre national. Stanislas Zézé, 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Le bébé d'il y a 8 ans, Bloomfield Investment Corporation, commence à prendre du galon. Effectivement, je crois que si on arrive à la 8e édition, c'est que progressivement cet événement devient une sorte d'institution, devient un événement incontournable pour la Côte d'Ivoire. Je me rends compte de l'engouement grandissant des acteurs, des partenaires, des investisseurs de la Côte d'Ivoire qui attendent ce rapport avec impatience et qui attendent cette conférence débat avec impatience. Et nous voyons que les débats sont de plus en plus élevés et une participation effective des membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, ce qui montre bien l'engagement à rentrer dans des débats contradictoires et des débats d'idées sur des plateformes économiques comme celle-là. C'est important que votre pays vous fasse confiance et vous confie ce genre de notation. Je crois que c'est important que tous les Africains fassent confiance aux entités africaines qui ont fait leurs preuves
et qui surtout rentre dans une logique d'innovation, parce que là, l'objectif de Bloomfield en réalité, c'est de donner une autre narrative de l'évaluation des risques sur le continent, qui pour moi était truffée de biais et d'idées préconçues et qui était pas contextuelle. Quand cela a été fait par d'autres agences Effectivement, et je crois qu'on est venu rajuster un peu ce biais-là, et on a bien prouvé par A plus B que le risque doit être évalué dans son contexte pour que ça fasse sens. Que dit le risque pays Côte d'Ivoire 2024 ? L'année dernière, c'était une note de 6,2 sur 10. Cette année, 6,5. Il y a eu une légère progression. Que cache cette progression ? Alors, une légère progression, mais qui est significative. C'est vrai qu'en termes absolus, on dira qu'il y a une progression de 30 points de base. Mais en réalité, quand vous regardez les détails de cette évaluation, vous voyez qu'il y a une amélioration de tous les indices qui ont été évalués. Et c'est une catégorie dans laquelle on ne bouge pas beaucoup de toute façon, parce que c'est une catégorie des risques faibles. Aujourd'hui, de tous les pays que nous notons, aucun pays n'est dans la catégorie 8 à 10. Donc, les meilleurs pays sont dans la catégorie 6 à 8. Et c'est quand vous avez une évolution, même qu'elle est de 10 points de base, elle est considérée comme significative. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée de 6,2 à 6,5 et donc consolide sa position dans la catégorie de risque faible. Alors, ce rapport se prononce sur plusieurs secteurs de la vie économique, financière, sociale et politique de la Côte d'Ivoire. Vous prononcez à l'entame de ce rapport sur notamment la structure de l'économie ivoirienne qui est portée, me semble-t-il, par le secteur tertiaire. Absolument. C'est cela ? Oui. Et en réalité, quand on regarde la décomposition de cette structure, on se rend compte que finalement, il apparaît un secteur qu'on appelle le secteur non marchand, qui finalement est un secteur qui fait partie du secteur tertiaire aujourd'hui. Donc ça veut dire que le secteur tertiaire représente à peu près 50% de l'économie. Le secteur tertiaire, les services, de façon générale. 50% de la structure économique, au détriment, naturellement, du secteur secondaire et du secteur primaire, qui décroît d'ailleurs progressivement le secteur primaire. Le secteur secondaire croît, mais de façon très lente. Et si on décompose le secteur secondaire, qui finalement, qu'on appelle le secteur industriel, mais qui, quand vous retirez le secteur extractif, qui finalement n'est pas forcément de l'industrie, on se rend compte que ce secteur, il est très faible. Donc c'est vraiment une des faiblesses de cette économie qui devrait être renforcée. Et nous le mettons en relief chaque année, et nous mettons toujours un thème qui va adresser la stratégie justement de ce gouvernement ou de ce pays à pouvoir accélérer le secteur industriel dans cette logique de voie de développement. Comment faire pour ne pas que le secteur primaire, notamment qui englobe les secteurs de l'agriculture, quand on parle d'agriculture dans ce pays, on parle d'ADN de la Côte d'Ivoire, parce que le président Félix Houphouët-Boigny disait que l'agriculture, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Comment comprendre que ce secteur est en légère régression ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un secteur qui intéresse de moins en moins les jeunes, parce que la Côte d'Ivoire a une population qui se rajeunit, qui est de moins en moins attractif pour les jeunes, parce que c'est un secteur qui n'est pas modernisé. C'est un secteur qui reste quasiment traditionnel et qui n'attire pas les jeunes. La deuxième chose, c'est un secteur qui n'est pas financé. Évidemment, si ce n'est pas financé, ce n'est pas un secteur qui attirait même les investisseurs locaux, régionaux et internationaux. Donc, ces deux gros handicaps-là font que ce secteur perd en valeur. Ce qui est dommage, parce que aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement et vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire a des terres arables qui pourraient l'emmener à une autosuffisance alimentaire, il est important que ce secteur devienne une priorité, mais une priorité dans le sens où on le rend attractif en termes de financement pour pouvoir faciliter l'entrée dans ce secteur pour les jeunes, mais aussi que ce secteur soit modernisé. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, de pédagogie,
pour pouvoir en faire une vraie priorité. Et l'un des points justement révélés dans ce rapport, c'est que la Côte d'Ivoire est une économie à l'épreuve de l'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je pense que c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous avez la possibilité, quand vous avez l'été arabe, vous avez la possibilité d'être autosuffisant. On n'exploite pas le plein potentiel non, mais c'est de nos capacités? Oui, parce que je crois que ce pays a opté plutôt pour importer. La majorité importer des produits agricoles, importer des produits halieutiques, alors qu'elle a la possibilité, ce pays a la possibilité justement de produire tout ça. Donc, si ça continue et que le secteur primaire continue à décroître, oui, effectivement, ça pourrait poser un problème de crise dans l'avenir. Il y a eu récemment des découvertes dans le bassin sédimentaire ivoirien, notamment les gisements baleines dont la phase 2 va rentrer en vigueur bientôt. Vous vous prononcez également sur le secteur énergétique de la Côte d'Ivoire. Que dit le rapport sur ce secteur? Alors, le rapport dit que le secteur énergétique est en croissance. L'accès à l'électricité, la couverture d'électricité monte la couverture d'électricité monte à 83%, qui vient de très loin, de 65%. C'est une excellente chose. Donc, justement, un environnement qui permet de rentrer dans une phase d'industrialisation, si on couple ça avec la recherche et le développement naturellement. Et ce gisement vient renforcer la performance économique de la Côte d'Ivoire, parce qu'en 2022, vous avez une production de pétrole qui est estimée à 25 000, et en 2027, elle atteindra les 200 000 barils jour, ce qui est une très bonne chose, qui met la Côte d'Ivoire dans une autre catégorie en termes de producteurs d'hydrocarbures. Parlons à présent du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Vous dites que le climat des affaires est moins fluctuant. Que devons-nous comprendre? Alors, c'est sur certains critères. Vous avez un critère de la Banque centrale qui évalue l'environnement des affaires chaque année, où vous avez un baromètre qui, au-dessus de 100, montre qu'on est dans une logique de performance. Et la Côte d'Ivoire est constamment, ces derniers temps, restée au-dessus des 100, mais fluctuée. En dents de scie, mais est au-dessus de ça. Ceci dit, il y a d'autres éléments qui ont contribué à créer un environnement des affaires qui soit attractif. Je crois que même dernièrement, l'organisation de la CAN, aussi banale que ça puisse être, ça crée un environnement attractif dans ce sens que ce pays a montré sa capacité à organiser de grands événements, sa capacité à l'organiser dans un environnement sécurisé. Tout ça encourage les investisseurs. Vous avez un pays qui met beaucoup l'accent sur l'investissement dans les infrastructures, et ça se voit. Et naturellement, ça crée un environnement beaucoup plus attractif pour les investisseurs. Vous avez un certain nombre d'éléments comme ça qui rend cet environnement attractif. Ceci dit, évidemment, naturellement, il y a des faiblesses. Sur le plan sécuritaire, par exemple, la Côte d'Ivoire est à 1,1 sur 5, ce qui dit qu'en réalité, elle est dans une situation de sécurité parfaite, en réalité. Ceci dit, nous avons des alertes sur le nord de la Côte d'Ivoire avec les pays limitrophes qui sont en proie à terrorisme, avec un spillover sur la Côte d'Ivoire. Et les États-Unis ont donné une alerte il n'y a pas longtemps, qui doit être prise très au sérieux naturellement, parce qu'on a affaire à un pays dont les services de renseignement sont certainement les meilleurs au monde. Donc ces alertes ne sont pas anodines. Et donc aujourd'hui, c'est important que ce pays se prononce sur les mécanismes qui sont mis en place pour contenir justement cette probabilité de spillover et comment également elle gère les réfugiés qui descendent, parce qu'il me semble qu'il y a un mécanisme qui est mis en place et qui pour l'instant contient, mais combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'on anticipe plus de réfugiés? Donc toutes ces questions sont des questions qui pourraient avoir un impact plutôt, si vous voulez, réduire l'attractivité du climat des affaires. Est-ce que votre rapport se prononce sur la lutte contre la corruption? Mais absolument. Que dit-il? Alors, il dit qu'il y a des efforts qui sont faits en faisant des réformes et mettant en place un certain nombre
de structures qui combattent la corruption, notamment l'autorité, la haute autorité de la bonne gouvernance qui a mis en place un certain nombre de plateformes. Ceci dit, le rapport dit aussi que ces dispositifs a réalisé des progrès, mais qui sont limités, et que l'organisation même de ce dispositif a des limites. A des limites dans ce sens où l'indépendance de ces structures n'est pas avérée de par sa constitution. Parce que vous avez une entité qui est supposée évaluer et contrôler l'administration et qui est en même temps rattachée à la présidence de la République qui valide le rapport. Donc évidemment, ça crée peut-être une confusion quant à l'indépendance de ces structures. Donc, elle fait des progrès, mais nous pensons qu'il y a dans la structuration même de cette entité une problématique d'indépendance. Alors, il y a un débat qui est très présent en ce moment, et dans la presse, et dans le salon, dans les ménages des Ivoiriens, c'est la question de l'exécution budgétaire, et un peu plus loin, la question de la dette publique. Sur l'exécution budgétaire, sur les finances publiques, vous l'imaginez, on y est là maintenant. Que dit votre rapport sur l'exécution budgétaire ? Alors, bonne exécution budgétaire, d'ailleurs, parce que la Côte d'Ivoire arrive à recouvrer quasiment 100% de ses prévisions de recettes, ce qui est extraordinaire, et arrive à aussi exécuter les dépenses à hauteur de 96%, donc près de 100% également. Donc, sur l'exécution budgétaire et sur les recettes, enfin, sur l'exécution des dépenses et les recettes, la Côte d'Ivoire est définitivement un bon élève. Maintenant, pour parler de la dette, et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour rectifier des chiffres qu'on a donnés il y a quelques jours sur un autre plateau télé. Nous avons parlé de 90% de l'exposition en devises. En réalité, les 90%, c'est la composition de 61,8% que représente la dette extérieure, donc la dette en devises. Et quand vous décomposez en 100%, sur 100%, vous avez 10% de ZOF, donc de CFA, qui sont aussi considérés comme des devises parce que c'est la dette de la BOAD qu'on considère comme des devises, même si c'est libellé en CFA, et 90% en devises étrangères. Donc en termes simples, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, dont la dette en devises est de 61,8% de la dette globale. Donc quand on parle de dette, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux et importants. Absolument. Il y a le stock de la dette sur le PIB, donc il va déterminer si le pays est surendetté, modérément endetté ou faiblement endetté. Il y a le service de la dette qui va montrer si la Côte d'Ivoire est capable de rembourser sa dette ou pas, et l'exposition de la dette en devises étrangères qui pourrait poser un risque si vous êtes très exposé. Et donc sur le premier plan, sur le stock de la dette, la Côte d'Ivoire est à 58% de son PIB. Donc ce que ça veut dire qu'elle est nettement en dessous des 70% qui représentent la norme communautaire. C'est cela. Donc on va considérer la Côte d'Ivoire comme un pays modérément endetté. Sur le service de la dette, à fin septembre... C'est là où il y a beaucoup de divergences, me semble-t-il. À fin septembre 2023, la Côte d'Ivoire était à 68% de ses recettes. Et 3 mois après, donc à fin décembre, elle est descendue à 59%. Donc un progrès de 11 points de pourcentage, ce qui est quand même très très bien. Et ça s'explique par justement la capacité de recouvrer à 100% ses recettes. Et donc elle est à 57-59%. L'idéal, ce serait qu'elle soit certainement en dessous de 40%. Mais ça reste contenu. Et le troisième élément, qui est l'exposition en devises, l'exposition en devises est à 61,80. L'idéal, ce serait d'avoir une dette en monnaie locale qui soit supérieure en exposition que la dette en devises étrangères. Au lieu de 38% en devises en monnaie locale, ça devrait être l'idéal, ce serait le contraire, d'avoir 61,8% en monnaie locale et 38% en devises étrangères. Donc il n'y a pas de péril en la demeure, selon ce que vous dites. Est-ce que la Côte d'Ivoire court un risque
de surendettement? Non, comme je vous expliquais, un copain risque de surendettement parce que non seulement elle est à 58%, mais plus sa richesse augmente, plus son PIB augmente, plus évidemment cette dette-là va faiblir. Même si, il me semble que la richesse créée croît plus vite que le stock de la dette. Donc vous aurez des chiffres qui, jusqu'à présent, en réalité, qui oscillent entre 40 et 60%. Donc la Côte d'Ivoire il n'y a pas de péril en la demeure. La Côte d'Ivoire est modérément endettée et pas surendettée. Alors, dans ce débat, il y en a qui privilégient justement la dette pour financer beaucoup de pans de l'économie. Il y en a d'autres qui ont fait des sorties pour estimer, par exemple, qu'il faut se tourner vers la private equity, vers les fonds de pension. Quel est votre avis, vous? Alors, je pense que la Côte d'Ivoire a fait le choix de l'endettement. Moi, je suis aussi plutôt dans une logique où, quand on est un pays en voie de développement, il est préférable de privilégier ses recettes, donc privilégier ses ressources propres. Et si on rentre dans l'endettement, parce que l'endettement est nécessaire, il faut privilégier l'endettement en monnaie locale. OK et la Côte d'Ivoire a une marge de manœuvre dans ce sens où l'économie est informelle à quasiment 90%. Donc, ces 90%, c'est une possibilité de formaliser l'économie de sorte à pouvoir élargir la base fiscale et certainement engranger plus de revenus et compléter ces revenus-là par un endettement, mais plus en monnaie locale qu'en devises étrangères. Évidemment, il n'est pas incongru de s'endetter en devises étrangères, mais il faut limiter parce que quand on est un pays rentier, le niveau de réserve des devises finalement est faible, dans ce sens où on importe plus qu'on exporte finalement. Donc on a des niveaux de réserve des devises qui vont déterminer la capacité de rembourser en devises étrangères. Donc il est impératif de se rassurer que l'exposition en devises étrangères est le moins important possible par rapport à la devise en monnaie locale. Autre argument qui est souvent envoyé par ceux qui estiment que la dette est dangereuse, on entend dire que la Côte d'Ivoire s'endette pour financer son fonctionnement. Est-ce que l'agence de notation, que dit Bloomfield Investment Corporation sur cet élément? Le plus important dans la dette, ce n'est pas d'éviter d'emprunter, c'est d'être capable de contenir la dette, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, le débat peut-être ne tourne pas sur les bonnes questions. La bonne question, ce serait de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de contenir la dette qu'elle a contractée en ce moment? Et la réponse est oui. Donc, maintenant, évidemment, il est important de regarder les différents critères que j'ai cités tout à l'heure pour se rassurer que la Côte d'Ivoire ne bascule pas. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, elle a la capacité, cette dette, elle est contenue et elle est bien gérée. Vous parliez tout à l'heure de l'économie informelle. Vous dites, comme beaucoup d'autres sur ce plateau et d'autres, qu'il faut formaliser l'économie. Comment on y arrive? Ça fait de longues années qu'on le dit. Oui, comment on y arrive? Non, je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question de volonté politique. Enfin, ceux qui l'ont fait ne sont pas plus ingénieux que les autres. Je crois que c'est une question d'organisation de son économie pour se rassurer. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il me semble que c'est facile, ce serait très pratique de le faire. Parce que ceux qui sont dans l'informel, ce n'est pas qu'on ne sait pas où ils sont, puisque leurs activités sont prises en compte dans le calcul du PIB, donc on sait où ils sont. C'est juste l'effet basculé de cette obscurité à la lumière. Et ça permettrait d'ailleurs non seulement de créer plus d'opportunités, même de revenus pour l'État, mais permettre à ces entreprises de pouvoir bénéficier de certains accompagnements. Dans le cadre des accompagnements, le fait de ne pas être formalisé peut être une limite extraordinaire pour ces entreprises. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans un pays dont le tissu économique est composé à 95% de PME, et généralement des PME locales, mais qui ne contribue qu'à 20% de la richesse créée. Donc vous avez 5% du tissu économique qui produit 80% de la richesse, donc généralement des entreprises étrangères et multinationales. Et donc,
formaliser l'économie permettrait de peut-être faire un bascule et d'une et puis de deux, une économie ne peut pas être résiliente à long terme si l'essentiel de sa résilience repose sur la force des entreprises multinationales dans ce pays. Et je crois qu'il est extrêmement important de comprendre l'importance que les entreprises locales dominent l'économie domestique. Et c'est ça qui crée une résilience à long terme. La Côte d'Ivoire est un pays résilient, mais cette résilience reste à moyen terme. Une crise intérieure prolongée va certainement réduire de façon significative cette résilience. Certainement. Oui. Très bien. Stanislas Zézé, vous avez également votre mot dans ce rapport sur la loi de finances 2024 et l'année fiscale. Que disent les recommandations sur ces sujets? Écoutez, je crois que sur ce sujet, nous avons parlé de la limite d'un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais dont la mise en application perdue pour créer un vrai état de droit, pour créer une situation qui certainement permettrait d'améliorer l'environnement des affaires. Mais à la fin de la journée, malgré cette lenteur, nous sommes dans un pays où cette volonté politique de prendre justement ces mesures est déjà un premier pas. Même si la mise en application de certaines mesures sont lentes, certains effets sont positifs, pourraient être davantage positifs s'il y avait une accélération dans la mise en application de ces mesures-là. Autre bon point que vous relevez dans le chapitre où vous évoquez le système monétaire et financier, c'est le niveau d'inflation, qui est en baisse continue. C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, mais ça reste quand même au-dessus de la moyenne. Oui, nous sommes à 4,4%, donc qui est au-dessus de la moyenne de 3%. Mais en sachant que c'est la conséquence justement non seulement des crises internationales, mais aussi de la Covid. Donc depuis la Covid, je crois que les crises successives ont amené à ces niveaux d'inflation. Avant, la Côte d'Ivoire était toujours en dessous de ces 3%-là. Et c'est pareil également pour le déficit budgétaire, qui est aussi une conséquence de ces crises-là. Mais parlons du financement de l'économie. Ce qu'on a mentionné aussi dans le rapport, c'est que les banques, en réalité, ne sont pas nécessairement outillées pour le financement des économies comme ceux de la Côte d'Ivoire, qui sont en réalité à majorité des économies avec des PME. Donc, la configuration des critères de financement des banques suit la logique de financement à court terme avec des conditions qui ne sont généralement pas remplies par les PME, fait que là, par exemple, regardez, l'année dernière, le financement de l'économie a progressé seulement de 1,3%. Donc ça montre qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour les PME dans ce pays, il faut des fonds d'investissement. Parce que les PME ont besoin de trois choses. Un accompagnement pour renforcer leurs capacités, un financement long et une bonne gouvernance. Et les fonds d'investissement, justement, mettent ça à disposition, ce que les banques ne font pas. Ceci dit, il n'y a non seulement pas de fonds d'investissement qui accompagnent les PME, mais les fonds d'investissement qui sont là sont avec des coupons plus élevés. Aujourd'hui, il faut des fonds d'investissement en monnaie locale avec des coupons qui soient adaptés aux besoins des PME. Et je crois que c'est ce qui va transformer justement cette économie. Et comment favoriser l'avènement de ces fonds d'investissement pour booster les PME? Il faut les créer. Je crois qu'au lieu de mettre en place des fonds de garantie pour PME, tous ces fonds devraient plutôt être mis dans des fonds d'investissement pour PME. Donc c'est encourager des Ivoiriens qui ont la capacité de créer des fonds d'investissement et que les fortunes ivoiriennes et les programmes qui voudraient mettre des fonds de garantie pour les PME mettent plutôt ces fonds-là dans les fonds de fonds d'investissement qui prendraient des parts dans les PME et remplit les trois conditions que je dis qui permettraient aux PME de devenir des PME. Aujourd'hui, de devenir des PME solides. Parce qu'il ne suffit pas de créer des entreprises. Chaque année, on vous dit de nombreuses entreprises se créent. Il s'agit de créer des entreprises solides. C'est cela. Et l'idée des fonds d'investissement, nous avons
avec la BAVM, vous avez un compartiment PME. L'idée, ce serait de créer des fonds d'investissement qui rentrent dans les PME pendant 5 ans, 7 ans et qui sortent par la bourse. Donc ça veut dire qu'on aurait des PME, non seulement qui deviennent solides, mais après qui rentrent dans un système de compliance qui leur permet de rester des PME compliant qui vont certainement atteindre un niveau beaucoup plus important. Stanislas Zézé, comme je le disais à l'entame de cette émission, beaucoup ne s'imaginent pas qu'un rapport tel que celui de Bloomfield se prononce également sur le risque sociopolitique. Parce que nous sommes dans un pays, l'économie, les finances, tout va bien, parce que le système sociopolitique également va bien. À ce sujet-là, vous parlez d'un système démocratique participatif. Oui. Alors, ce que nous disons surtout, c'est que nous disons que il y a une certaine stabilité politique, mais qui est limitée dans le temps. Et qui est limitée finalement, qui est liée finalement au cycle électoral, et ce qui ne devrait pas être le cas. Pourquoi ? Parce que je crois que l'histoire de ce pays a montré que entre deux élections, il y a possibilité de consensus politique, mais quand on se rapproche des élections, ça devient une source de stress. Alors que les élections devraient être, si vous voulez, un événement banal de la démocratie. Finalement, pour faire un bilan, pour décider si on reconduit les leaders politiques ou pas. Et aujourd'hui, devient une source de stress. Ce que ça veut dire que la visibilité à long terme sociopolitique dans ce pays est limitée. Et donc, les investisseurs, en réalité, vont certainement, dans leur réflexion et leurs décisions d'investir, vont être dans une logique de moyen terme. Alors qu'en réalité, pour avoir plus d'impact, il faut que ce soit long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessité d'une réforme du modèle politique, OK, et de la gouvernance politique dans ce pays pour créer une stabilité à plus long terme. Quand vous dites réforme, pour aller vers quel modèle, par exemple ? Écoutez, je crois que depuis les indépendances, ce pays a opté, et comme à l'instar de beaucoup de pays africains, opté pour la concentration de pouvoir au lieu de l'équilibre de pouvoir. Donc un équilibre de pouvoir garantit plutôt une stabilité à long terme. Une concentration de pouvoir peut créer des frustrations, peut créer un déséquilibre et créer justement ces tensions qui sont des tensions répétitives. Et donc, l'idée aujourd'hui, ce serait de dire qu'il y a une vraie volonté politique de tous les acteurs politiques qui s'asseyent et qui pensent à un modèle politique qui soit adapté. Modèle politique démocratique qui soit adapté à la culture de ce pays, qui soit adapté aux habitudes politiques ou l'évolution politique. Le modèle politique doit être en conformité avec l'évolution de l'environnement. Vous avez un pays avec une population qui est de plus en plus jeune, donc qui ne doit pas être décorrélée du modèle politique qui est mis en place depuis longtemps et qui n'est plus certainement peut-être plus adapté, parce que les jeunes, à un moment donné, qui ne se retrouvent pas dans un système politique et qui sont supposés être acteurs de la vie politique et économique, tout ça mis ensemble pourrait continuer à alimenter cette courte visibilité sur la stabilité. En clair, une stabilité très courte. En clair, dans cette année préélectorale de 2024, vu que la présidentielle est prévue pour 2025, il y a des signaux plutôt alarmants ou inquiétants. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça pour l'instant. Justement, c'est le calme plat. Calme plat qui peut peut-être laisser les gens spéculer. Mais je crois que peut-être que d'ici cet été, on verra ce qui se passe en sachant que l'opposition est en train de s'organiser. Il y a des nouvelles alliances qui se mettent en place. Et donc, je pense que tant que les partis politiques n'ont pas commencé à se manifester en réalité sur ces élections-là, ce serait difficile justement d'anticiper sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas en mesure de savoir si le risque
de violence à la faveur de la prochaine année électorale serait important ou pas du tout? Pour l'instant, on ne peut pas savoir parce que, comme je dis, ils ne se sont pas encore prononcés. On ne sait même pas qui sera candidat et tout. Donc je crois que pour l'instant, la Côte d'Ivoire bénéficie de ces stabilités-là et avec sur les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour décrisper justement l'environnement, ce pays bénéficie justement de cette accalmie et de cette stabilité-là à court terme. Et on verra dans les mois à venir. Alors, votre rapport révèle également un développement humain non structurel. Que devons-nous comprendre? Alors, en réalité, la Côte d'Ivoire a baissé dans l'indice de développement humain des Nations Unies, donc qui était un pays à développement humain modéré, et est descendu à un pays à développement humain faible. Et sur deux critères essentiels. La courte longévité de la scolarisation et la réduction de l'espérance de vie. Donc ces deux indices-là ont fait que la Côte d'Ivoire a chuté dans la catégorie de développement humain faible, de modéré à faible. Vous prononcez également sur le système sanitaire qui serait en souffrance du côté de sa demande. Oui, écoutez, je pense que le système sanitaire a toujours été une faiblesse dans ce pays. Ceci dit, la situation de Covid a révélé toutes ces faiblesses-là. Évidemment, des mesures sont en train d'être prises, mais ceci dit, ça demeure une vraie faiblesse en termes de plateau technique, en termes de disponibilité. Ça demeure une vraie faiblesse. Et à cette faiblesse, nous rajoutons la faiblesse de l'éducation qui est en pleine réforme. Nous le voyons, nous le constatons, de petites évolutions. Mais ces deux secteurs, sur le plan social et économique, demeurent quand même les faiblesses de la Côte d'Ivoire. Sanusi Sesé, bientôt nous serons au terme de cet entretien. Avant que vous ne donnez les réponses des internautes qui vont vous poser des questions en direct, au terme de cette conférence RIS-Pays Côte d'Ivoire, vous avez donné plusieurs éléments au cours de cet entretien. Que devons-nous retenir? La Côte d'Ivoire se porte bien, elle peut faire mieux. Elle est sur une bonne trajectoire. Alors, Côte d'Ivoire est sur une très bonne trajectoire, donc avec tous les indices qui ont évolué de façon positive. Mais comme je dis, 6 sur 10, 6,5 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10. Donc il y a une marge de manœuvre de progression et d'amélioration. Et je me réjouis que ce matin, la ministre de l'économie ait pris note des faiblesses que nous avons mis en relief. Et elle partage ces faiblesses en disant, évidemment, nous sommes au courant de ces faiblesses, mais voilà ce que nous faisons. Et c'est vraiment ça l'objectif de cet exercice, c'est de mettre en relief les forces et les faiblesses et avec les concernés, regarder ce qu'ils font pour les faiblesses. Et c'est ce qui nous permettra l'année prochaine d'évaluer si les faiblesses mises en relief ont été adressées avec des réformes et que la note puisse éventuellement s'améliorer, stagner ou se dégrader. Sanusi Sesé, vous aviez la ministre de l'économie avec vous ce matin. J'imagine que vous êtes régulièrement en contact avec le ministre du budget et des finances. Si vous aviez le président de la République en face de vous, qui vous demandait votre avis au terme de cette conférence RIS-Pays, vous lui diriez quoi? Si ça se trouve, il nous suit. Je vous dirai ce que je viens de dire, que je pense que ce pays est sur une bonne trajectoire, mais il y a ces éléments de faiblesse que nous avons relevés qui doivent certainement être regardés dans une logique de les améliorer. Ceci dit, ce pays reste un pays très attractif pour l'investissement et c'est ce que être dans cette catégorie veut dire exactement. Parfait. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. Avec plaisir. La toute première question d'internaute nous vient de Kwasi Ouma qui dit: quel impact des démolitions des quartiers précaires et activités informelles sur l'économie? Tiens, c'est un sujet d'actualité dont on n'a pas parlé. Oui, mais il n'y a aucun impact particulier. Il est extrêmement important que les gens sortent de l'émotion quand ils font des analyses. Détruire des maisons, oui, c'est un impact social, peut-être pas reluisant,
mais économiquement, il n'y a pas d'impact particulier. Très bien. La prochaine question. Alors, Jean-Jacques, quelle est la note des banques en matière de risque en Côte d'Ivoire parce qu'elles ne prêtent pas beaucoup? Alors, ça ne constitue pas un risque, parce qu'en réalité, si elles ne prêtent pas beaucoup, ça veut dire qu'elles sont surliquides. Donc, elles sont pas... Non, elles se portent très bien. Elles ont... l'année dernière, il y a eu une progression du total bilan de près de 16%, me semble-t-il. En tout cas, il y a une bonne progression et les banques, le secteur financier se porte très bien. Le marché boursier a évolué de façon significative. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Parfait. La prochaine question, nous en avons 5, me semble-t-il. On a déjà répondu à 2 questions. Quel est l'effet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sur l'économie? Un effet très, très positif en réalité, parce que ça, aussi banal que ça puisse paraître l'organisation juste d'un championnat de football, ça a montré la capacité de ce pays à organiser des événements de haut niveau, à créer une cohésion sociale et à garantir la sécurité des gens qui viennent dans ce pays. Donc je pense que l'impact, ce pays le ressentira progressivement, mais déjà, il y a beaucoup d'intérêt que la réussite de cet événement a suscité chez les investisseurs, chez des personnes qui veulent être même repatriées, des Africains qui décident de rentrer en Afrique, mais pas dans leur pays d'origine, mais dans un pays comme celui de la Côte d'Ivoire. Donc ça a un impact positif à court, moyen, et ce sera aussi le cas à long terme. Très bien. La prochaine question. Sylvie et Jérôme, est-ce que vous considérez les prochaines échéances électorales comme une menace pour l'économie du pays? Je pense que j'ai déjà On en a parlé juste un peu, oui. Je pense que j'ai déjà répondu. S'il suit, il a dû avoir la réponse. Certainement, et on espère qu'il a suivi. La toute dernière question d'internaute, elle nous vient de Ahmed Sira. Que faut-il faire pour améliorer la bancarisation? Je ne sais pas s'il veut parler du taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, qui est tout de même faible. Oui, mais je crois que c'est une question de pédagogie, mais tout ça part, la base de tout ça, c'est l'éducation. Que ce soit le civisme fiscal, que ce soit si vous voulez, le civisme électoral, que ce soit l'intérêt dans la vie politique, tout ça part de l'éducation. C'est pourquoi l'éducation est définitivement le fondement même d'une société. Et donc c'est là où il faut mettre l'accent, améliorer l'éducation dans ce pays, améliorer l'éducation et améliorer l'éducation. Alors, 2 commentaires très rapidement dans le live Facebook. Ils sont plusieurs centaines à nous suivre ce soir. Alors, il y en a un qui dit « Monsieur Stanislas Zézé, vous dites que la concentration du pouvoir est un risque pour l'économie. Pourtant, des pouvoirs très concentrés dans le monde, faisant référence à la Chine ou à la Corée du Nord, sont des puissances économiques. Oui. » Analyse, commentaire. Alors, ce que je suis en train de dire, je disais que la concentration de pouvoir, quand je prends des jeunes démocraties comme celle-là, montre bien que on voit que ces concentrations ne donnent pas la possibilité d'avoir une visibilité à long terme, parce qu'elles créent des frustrations qui se font ressentir dans les élections que nous voyons. Donc, je veux dire, a été observé depuis quelques temps que chaque fois qu'il y a des élections, on se retrouve dans des situations de stress. Donc, oui, il y a des modèles qui fonctionnent, mais en réalité, l'idéal, ce serait d'avoir, surtout dans des pays où vous avez différentes ethnies, différentes tribus, façons de gérer. La meilleure façon de gérer un pays qui soit aussi hétéroclite, c'est un consensus social, c'est-à-dire un contrat social, donc un compromis. Et ce compromis-là, ce sera un compromis dans un équilibre de pouvoir. Deuxième commentaire sur lequel nous allons terminer, il y a un de nos internautes qui dit est-ce qu'on utilise la dette pour rembourser la dette? On en a parlé succinctement, mais on termine là-dessus. Écoutez, ce n'est pas l'idéal, mais quand vous êtes dans une situation où vos revenus ne suffisent pas pour justement et rembourser la dette et boucler votre budget en termes
d'exécution, oui, vous empruntez pour rembourser, mais il faut toujours respecter ces ratios-là. Et c'est ce qui est vraiment important. Et en Côte d'Ivoire, les ratios sont respectés? Je vous ai donné les ratios. Je pense que pour l'instant, les ratios sont contenus, même si je trouve je vous ai dit pourquoi d'ailleurs, que le service de la dette qui est à 59, s'il peut descendre jusqu'à moins de 40, c'est bien, mais pour l'instant, il est contenu. Donc, c'est des choses à regarder. La dette est une composante de la gestion financière, sauf que généralement, ce que nous regardons, c'est comment cette dette elle est gérée. Est-ce qu'elle est gérée de sorte à ce qu'elle ne devienne pas un risque? Est-ce qu'elle est gérée de sorte à maintenir un certain équilibre? Et c'est ce que nous regardons. Stanislas Zézé, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Me semble-t-il, sans réserve. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le prochain rendez-vous après la conférence risque pays, c'est la notation financière du pays. Absolument. Quelle échéance? Alors, nous sommes dans le processus, là. Enfin, nous devons commencer le processus bientôt, en sachant que la Côte d'Ivoire, en notation financière, est aussi dans la catégorie des risques faibles, parce qu'elle a la note avec Bloomfield pour leur monnaie locale de A+. Stanislas Zézé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.